Alors bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons voir les pauses longues. Alors je me suis posé deux questions. Pourquoi faire les pauses longues et comment? Donc on va commencer par la première question. Pourquoi? Donc on peut passer au slide Et je suivant. vais y passer, mais sauf que ma souris, elle veut pas. Alors attends, il faut que je reparte sur mon truc. Voilà. Alors pourquoi on va faire des pauses longues? Pourquoi agir sur le temps de pause? Il y a plusieurs effets à ça. On va donner un effet au mouvement en fonction de la vitesse de déplacement. Donc, si on a un vélo, une voiture ou la mer ou une rivière, en fonction de la vitesse de déplacement de ces sujets, on va avoir des effets différents, choisir des vitesses différentes. On peut utiliser le longement du temps de pause pour détacher le sujet du fond. Donc, c'est-à-dire le sujet se déplace, donc on va le suivre avec l'appareil photo, et donc on va faire un filet sur l'arrière-plan. Donc en plus de faire une mise au point, une profondeur de champ courte, on peut également flouter le fond en faisant un filet. On peut transformer également la réalité. Une mer qui va être agitée, on peut la rendre tout à coup très, très calme et lui donner un aspect onirique. Donc, on va la transformer pour des raisons esthétiques. Et puis, on peut supprimer des personnages aussi en ville pour des photos d'architecture. On peut faire des pauses très longues sur des places où il y a du monde. Comme les gens bougent, ils vont pas suffisamment impressionner alors j'allais dire la pellicule, mais maintenant c'est plutôt le capteur. Alors si les gens restent longtemps au même endroit, on va quand même les voir un petit peu, mais ça va permettre quand même de pas mal supprimer les personnages sur la photo. Et puis, alors ça, c'est des photos que l'on va faire par choix, mais il y a aussi des poses longues par nécessité, en faible lumière, quand on fait des photos la nuit ou pour faire de l'astrophotographie. Voilà. Donc on peut passer C'est fait. au suivant. C'est fait. Donc, comment choisir le temps de pause? Donc, je l'ai dit, en fonction du sujet, en fonction de sa vitesse de déplacement, on va pas choisir le même temps de pause, hein, en fonction de l'effet que l'on veut obtenir, hein. Donc, la première chose d'abord, avant de définir le temps de pause, c'est de choisir son cadrage. Que ce soit pour de la pause longue ou pour toute autre photo, de toute façon, la première chose, c'est de choisir son cadrage en envisageant, en tournant autour du sujet, quand on peut tourner, bien sûr. Et puis, on va choisir pour un sportif quelques dixièmes pour faire un filet sur une cascade, une rivière, hein, ou un sportif, un coureur. Pour un bord de mer, une rivière, toujours pareil. Pour une rivière, ça dépend de sa vitesse de déplacement. Parfois, il va suffire de quelques dixièmes. Parfois, il va falloir quelques secondes pour transformer et obtenir un effet intéressant. Et puis, pour obtenir un effet vraiment éthéré, de la mer et du ciel pour supprimer sur les photos d'architecture, comme je disais tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes. Donc, au bout d'un moment, on finit par avoir connaître le résultat que l'on va obtenir, mais au départ, il faut faire plusieurs essais à différentes vitesses, bien sûr. Alors donc, on va voir quelques photos exemples. Donc là, c'était une photo prise donc à la mer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait beaucoup de vent ce jour-là. On avait 110 km/h de Et vent. Donc, pourquoi? pardon? Pardon? J'ai entendu une question. Non, non, ce qui serait bien, c'est que tout le monde coupe son micro là. Parce que, Ouais. soyez gentils, tout le monde coupe son micro, parce qu'il y a des gens qui ont des perroquets, d'autres qui ont des bouts de fil. Ah, Il y en a qui se grattent le nez, et j'avais pas entendu le cetera. perroquet encore. Voilà. Si vous pouviez tous couper vos
vos micros. Et puis après, si vous voulez reprendre la parole, avec la touche espace. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc, bah, voilà, donc j'étais avec un sportif en bord de mer qui faisait de la planche à voile. Donc, comme il y avait beaucoup de vent, le filet donnait, il y avait de l'écume sur la mer, ce qui donne les traits blancs. Et puis, bah, j'ai suivi tant bien que mal la planche à voile pour obtenir un effet filet. Donc, ça, c'était un temps de pause de 1/13e de seconde. 110 km/h, le gars, il tient sur sa planche. Ah ouais, 110 km/h. Bah, ils étaient beaucoup de sorties. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est que sur cette plage-là, il y avait une école de voile et c'était le champion de France de figure qui tenait cette école de voile. Alors, je sais plus, il y a plusieurs catégories, je ne me rappelle plus sa catégorie, mais il faisait des sauts périlleux avec sa planche ce jour-là, justement. Il avait fait venir, des caméras, la télé pour l'occasion. Donc, bah, je me suis bien éclaté pendant 2 heures. Bref. Donc, on peut passer à la photo suivante. Donc là, j'ai pris cette photo-là avec deux vitesses différentes. Donc la première, bah, c'est une demi-seconde, 0,6 secondes, où on voit, je voulais essayer d'avoir un mouvement et un peu le chaos des vagues sur les rochers. Donc ça donne un effet particulier. On voit les vagues filer, il y a un mouvement. Et puis la photo suivante. Donc là, il y a 90 secondes de pause. Donc c'était pris peut-être 10 minutes plus tard. Il y avait toujours le même chaos sur la mer, mais par contre, là, ça donne un effet éthéré. Ça donne une ambiance tout à fait différente. Donc, exemple suivant. Ben, avec le temps de pause allongé, on peut faire défiler sur des arbres, par exemple. Donc là, le sujet, lui, est fixe, forcément, c'est un arbre, mais c'est l'appareil photo qui bouge. Donc, ben, on peut s'amuser à obtenir plein d'effets, soit en vertical, soit en horizontal, suivant le sujet. Emmanuel, tu as un pied ou tu as quelque chose, un support Là, je l'ai fait à main levée, mais on peut avoir un pied et bloquer les directions pour juste se déplacer suivant une direction. On bloque deux directions, on se déplace juste sur la verticale. Comme ça, on est un peu plus sûr de se déplacer verticalement, mais ça peut se faire à main levée. sur les autres, tu étais aussi avec un pied ou Sur la plage, pour la planche à voile, j'avais un pied avec la rotule libre. Ça m'aidait quand même pas mal pour avoir un mouvement, pour faire le suivi. Pour tes photos précédentes, tu n'avais pas mis de filtre? Si, mais on va en parler après des filtres. Ah, ok. Si. Bah, le filtre, c'est juste un moyen. C'est pas là pour l'instant, on parle de pourquoi on fait ça, parce que je voulais obtenir un effet graphique vertical avec les troncs d'arbres. Donc, j'ai passé le temps de pause à 1 seconde, ce qui m'a donné le temps de faire bouger l'appareil photo de haut en bas ou de bas en haut, je ne sais plus, pour obtenir un effet comme ça. Et pareil pour le véliplanchiste, j'ai essayé différentes vitesses et c'est au 15e de seconde que j'ai pu avoir une photo où j'avais un déplacement qui me convenait, quoi. Pour une cascade, ça va dépendre de la force de la cascade et puis du résultat qu'on veut obtenir. Là, je voulais avoir des traits sur les. Alors, il y a des photos plus esthétiques, mais là, on voit bien les traits dans la cascade. Et donc, avec 0,5, une demi-seconde, on arrive à obtenir un résultat comme celui-là. Donc là, j'étais posé, bien sûr, pour tous ces temps de pause, dès qu'on dépasse le 10e de seconde, on est un peu obligé d'avoir le pied. Sauf, bien sûr, quand on fait défiler. Ça, Jean Didier m'avait parlé de ce photographe. Il fait des photos magnifiques
Adrien Coquel. Et là, c'est un héron, il est au 5e de seconde, un héron qui est sur son rocher au milieu de la rivière. Et ça donne un effet graphique assez, très joli. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On est passé. Comment ça se fait qu'on est passé à cette diapositive? On a les remous de la rivière qui sont stylisés par le 5e de seconde. Et puis le héron, par chance, il n'a pas bougé pendant ce temps-là. Donc on l'a bien net avec son rocher. Donc voilà le héron tranquille au milieu des éléments déchaînés. En bas à droite, à côté du moins. Pardon? Rien du tout. Oula, qu'est-ce qui se passe? On a un souci de diaporama. La suivante, s'il te plaît, Jean-Didier. Ouais, super. Donc là, c'est le même principe. Là, cette fois, c'est 4 minutes. Donc là, on a la mer qui est totalement immobile. Et le ciel, les nuages sont complètement étirés. Ça, c'était le matin très tôt, à l'heure bleue. Donc, de toute façon, il fallait un temps de pause assez long pour avoir assez de lumière, sans augmenter les ISO. Mais en plus, ça donne un effet éthéré assez sympathique. Enfin, moi, j'aime bien. Donc là, c'est 4 minutes de temps de pause. Là, c'est un temps de pause long par nécessité, parce que c'est une photo de nuit. Donc, il faut faire le temps de pause le plus court possible, par contre, là, parce que les aurores boréales bougent. Donc, on essaye de réduire au maximum. On se met aux ISO maximum 3200. À l'ouverture maximum, f2.8 pour l'objectif que j'avais. Et puis, on met le temps de pause nécessaire pour avoir une photo bien illuminée, quoi. Alors là, j'ai pris ça sur Internet. La qualité est moyenne, mais c'est pour illustrer l'astrophotographie. C'est une photo circumpolaire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, il a donné la méthode pour faire la photo. Il a assemblé en fait 60 photos de 25 secondes de pause pour avoir tous ces filets d'étoiles. Donc, c'est Maxime Oudou qui fait cette photo. Et on voit une étoile filante passer, même on a un trait sur le bord droit. Excuse-moi, ouais. il n'y a pas moyen d'avoir, sur la photo précédente, d'avoir le même genre d'effet, juste en faisant une pause très longue sur pied? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai jamais fait ce genre de photo et je ne me suis pas vraiment renseigné sur ce genre de photo. C'est pas mon domaine, mais l'astrophotographie, c'est vraiment un sujet particulier qui peut animer une soirée, effectivement. Mais je ne sais pas. Parce que là, en fait, sur la photo, il a un tour complet, en fait. Pour avoir un tour complet, le temps de pause, ça dure quelques heures, j'imagine. Donc, ton capteur, s'il est ouvert plusieurs heures, ça va mal se passer. Je pense qu'il va chauffer. Donc, c'est pour ça qu'il décompose en plusieurs pauses. Tu voulais dire quelque chose, Pascal? Moi, je voulais poser la question. Christophe, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Guillotin peut-être, qui nous avait montré une fois une photo qui avait été faite comme ça. Bon, ce n'était pas des filets aussi longs, c'était des petits traits, mais ça faisait aussi un rendu assez exceptionnel et je crois que c'était qu'une seule photo. D'accord, mais donc il doit avoir 10 minutes de pause, voire 10 minutes ou même 20 minutes, je ne sais pas. Oui, bon, au-delà, après, tu fais chauffer ton capteur, donc je ne suis pas sûr que ça donne de résultat, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer le trait à droite? Je pense que c'est une étoile filante
qui traverse le ciel. Ça peut être aussi des satellites. Ça peut être un satellite aussi, tout à fait. Ouais. Voilà, voilà. Donc, la photo suivante, c'est du light painting. Donc là, j'ai pas trouvé les exifs. Mais bah, le temps de pause, là, c'est défini par le temps que ça lui prend de peindre son bonhomme assis sur le banc. Donc, bah, en fait, il sait que ça va lui prendre, je sais pas moi, 1 minute 30 pour peindre le sujet. Donc, bah, ça va être un temps de pause d'1 minute 30 et il va choisir les autres paramètres, mettre un filtre pour obtenir, pour pouvoir faire sa photo en 1 minute 30, quoi. Donc voilà un autre exemple de pause longue. Ah, là, il faut maîtriser déjà. Ouais. Ben, je pense que pour ce genre de photo, il doit avoir une structure, un fil de fer qui le guide pour faire son Ah oui. dessin. Comme ça, je me dis, ça doit être un truc comme ça. Parce que là, c'est quand même assez balèze. Ouais. La photo suivante, ben, un autre exemple de pause longue, c'est pour les feux d'artifice. Donc, bah, pareil, j'ai pas les exifs là, mais le temps de pause, en fait, il va être défini par ce que l'on veut obtenir sur la photo. C'est-à-dire que quand quand le feu d'artifice explose et fait des traces des filets dans le ciel, ben, on va faire durer la photo le temps de voir les filets dans le ciel. Donc c'est ça qui va déterminer le temps de pause. Donc en fait, il faut se mettre en mode bulbe, je pense. Et on déclenche, on arrête avec la télécommande. Là, j'ai pas d'exif non plus. On peut faire du graphisme aussi. Donc bah là, le gars était dans le train qui se déplaçait sur les rails, un autre train qui double. On peut faire ça avec je me rappelle Grégory qui a fait ça avec un escalator. C'est graphique aussi, ça donne un résultat sympa. On peut trouver sûrement plein d'exemples de graphisme comme ça. Et donc en ville la nuit avec les phares des voitures, ça donne des effets aussi très sympas. Donc tout ça, c'est des effets graphiques, mais aussi on peut aussi apporter un effet pour souligner un propos que l'on voit sur la photo suivante. Là, c'est un sans-abri qui est dans la rue adossé à la poubelle et puis les gens passent à côté sans faire attention à lui. Bah, forcément, hein, ils vont au travail, ils ont des choses à faire. Mais vraiment, ça souligne l'isolement de la personne. Là, je trouve cette photo assez incroyable. C'est presque trop lent. Oui. On a du mal un peu à s'imaginer les gens, quoi. Oh, on voit bien les traces des gens quand même. Hein. Bon, après, Oui, oui, on voit les traces. ça peut se discuter. Hein. Ça peut se discuter. À parti pris. Voilà, oui, tout à fait. Donc voilà, c'était le pourquoi, ce qu'on peut obtenir avec les pauses longues. Donc pour comment obtenir ces pauses longues, bah, il faut un minimum de matériel. Donc bah, un trépied déjà, c'est l'élément indispensable. Alors, sauf pour les filets. On a vu tout à l'heure les filets, soit on fait bouger l'appareil photo sur un objet fixe, soit on suit un objet en mouvement. Ce qui peut être très utile, ce qui n'est pas indispensable, mais qui peut être très utile, c'est un déclencheur souple. Parce qu'on peut déclencher effectivement en mettant un retardateur, mais on maîtrise beaucoup moins le moment où démarre la photo et le moment où elle s'arrête. Et puis surtout, on peut créer des. Quand on fait une photo en pause longue, c'est mieux de relever le miroir. Ça évite des vibrations. Et donc, pour ça, bah,
on se met en mode, prise de photo, en mode relevé de miroir, et on démarre la photo avec un déclencheur souple. On peut le faire aussi avec un déclencheur à pile, mais j'en avais un. J'ai eu des déboires. Un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. Au bout d'un moment, ça a fini par m'énerver. Le filaire, fonctionne à tous les coups et il coûte pas plus cher, voire moins peut-être même. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un smartphone, déjà pour le chronomètre, si on fait des photos de plus de 30 secondes. Et puis également, on peut utiliser des applis sur le smartphone qui peuvent aider, on verra ça un petit peu plus loin. Et quand on fait des photos en pose longue, on a aussi on use pas mal la batterie parce que les temps de pause sont assez longs et puis on fait plusieurs photos parce que merde, ça va pas, je recommence. On peut arriver à user une batterie assez rapidement. Un niveau à bulle, mais ça c'est intégré dans les appareils photo normalement. Si on fait la photo de travers, c'est quand même un peu ballot d'avoir passé beaucoup de temps à faire la pose sans avoir pris la peine de faire le niveau. Ça évite de redresser les horizons plus tard. Une lampe frontale, ça c'est un petit clin d'œil, c'est que quand on commence les poses longues, on ne sait pas quand on arrête. Et souvent, on peut rentrer de nuit. Donc c'est mieux d'avoir une lampe dans son sac photo de toute façon, tout le temps avec ça. Ah oui, c'est important sur sa lampe frontale, c'est d'avoir une lumière rouge. Parce que quand on fait des poses longues, on n'est pas forcément tout seul. Et si on met un rayon de lumière sur la photo d'un autre, il ne va pas être content. Donc quand on remballe le matériel, on utilise la lumière rouge. Voilà, voilà. Donc, le slide suivant. Alors, moi, on peut avoir plusieurs méthodes. Moi, je vais vous expliquer la mienne. Je fais mes photos, surtout les photos en pose longue, en mode manuel. Comme ça, on maîtrise ces réglages. Donc, je vais vous expliquer, c'est pour le mode manuel. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de choisir son cadrage. Tout le monde suit, au fait, là, comme les micros sont coupés, genre, je sais pas si ça. On est tous là, t'inquiète. Tu viens de nous réveiller, là. Ça fait comme moi. Au bout d'un moment, on se demande si on parle pas tout seul, si tout le monde est parti se coucher, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre. Attends, je mets la tête des gens. Oui, ah oui, tout le monde est là. Ah, et Jean-Claude nous a rejoint d'ailleurs. Et Marcel aussi. Et Véronique. Bonjour Marcel. Excuse-moi, Emmanuel. Et Martine, oui. Quand j'affiche la galerie, est-ce qu'elle apparaît sur l'écran partagé ou pas? Non. Martine, oui, elle est là. Oui, oui. Sur l'écran partagé, tu vois la galerie ou pas? Non, ça n'apparaît pas. Non, on n'a pas la galerie, non. Merci. C'est dommage d'ailleurs. J'aimerais bien voir mes petits camarades, moi. Ah bah, tu peux faire l'écran partagé toi-même. Non, mais tu peux afficher la galerie, Jean-Claude. Oui, tu peux Comment afficher je la fais? galerie. Ah bah, C'est à toi de le faire, oui, ça. ça fait plusieurs fois que tu vas sur Zoom, tu n'as jamais fait. Non, d'habitude, j'ai toujours la galerie sans la demander. Tu fais option d'affichage là-haut. Option En d'affichage. haut à gauche. Afficher la galerie. En haut à droite, pardon. Tu as d'abord un petit À droite, trait en haut, et à à droite, tu as plusieurs points, plusieurs carrés. Tu prends les plusieurs carrés, Jean-Claude, tu as quand tout on le dit monde. en haut à droite, c'est vraiment tout en haut et tout à droite. Affichage, Mais ça peut être à Voilà. gauche aussi. Hein. Voilà. standard, côte à côte galerie. Ah ben voilà. La Ça côte y est, à côte, la la galerie. côte à côte ou l'un en dessous de l'autre. Ce qui Ouais. te gêne Ouais. moins pour. Et maintenant que tu sais faire ça, Jean-Claude, tu vas apprendre à couper ton micro parce qu'on a tous coupé notre micro pour pas faire de l'arsène. Voilà. Eh ben, Voilà. on va couper le micro. Voilà, alors, super. Bravo. Si tout le monde est encore là, je vais poursuivre alors. Ouais, vas-y. Vas-y, Donc, une fois qu'on a choisi son cadrage, donc, on va choisir ces réglages, donc l'ouverture en fonction de la profondeur de champ que l'on veut obtenir, bien sûr. Et puis, en général, on va se mettre aussi en ISO 100
parce que ce qu'on veut, c'est avoir la photo avec la meilleure définition possible. Et puisqu'on va faire une pause longue, et qu'on va être sur pied, autant se mettre en ISO 100. Et puis on va donc ensuite on va installer le pied sur l'appareil sur le pied. Oui, quand on a un stabilisateur sur l'objectif, il faut le. Alors maintenant, il y a des objectifs qui permettent de laisser le stabilisateur, mais normalement, il faut mieux le couper. Sinon, on va avoir des vibrations. Ensuite, on fait la mise au point. On fait la mise au point et on désactive l'autofocus une fois que la mise au point est faite. Parce que si on laisse l'autofocus, on va dérégler l'appareil photo à tout bout de champ. Donc, on fait la photo test pour voir, pour voir quelle est la bonne vitesse pour avoir une exposition correcte. Donc, on va faire un exemple où on s'est mis à ISO 100, 100 ISO, ouverture 5.6 et temps de pause 1/250e. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Pour choisir la profondeur de champ, on a une appli smartphone qui existe. Donc c'est pour ça que je parlais de smartphone tout à l'heure. Qui s'appelle, alors, suivant, moi c'est sur Android, j'ai Hyperfocal Pro. Peut-être que chez Apple, ça va être autre chose. Mais donc, Il y en a plusieurs autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, oui. Moi, j'utilise celle-là, mais il y en a beaucoup. Donc, on définit, on met les paramètres, la référence de l'appareil photo, la focale de l'objectif qu'on va utiliser, l'ouverture. Et là, on va choisir une distance dessus. On va mettre une distance de sujet. Et il va définir l'hyperfocale pour la distance d'hyperfocale pour ces réglages-là. Donc là, pour les paramètres que j'avais choisis, c'était 1m7. Donc ça permet de. Si on fait la mise au point, on va dire 2 mètres pour être plus simple. Si on fait la mise au point, on sera net de 1 mètre jusqu'à l'infini. Si on veut avoir la mise au point à l'infini, c'est intéressant d'utiliser cette appli pour en être sûr. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais ça permet ça permet d'être sûr, quoi. Donc on fait la photo test, je disais, donc pour définir le temps de pause. Et donc, une fois qu'on a une photo bien exposée, on va chercher à quelle vitesse on veut prendre cette photo. Donc, on a vu sur les exemples au début, suivant le résultat que l'on veut obtenir sur une cascade, par exemple, ça va être de 1/20e à 1 seconde, suivant la vitesse de la cascade, des nuages, quelques secondes, la mer, plusieurs minutes, la mer totalement vaporeuse. Donc, on peut passer à la. Donc, ensuite, une fois qu'on a choisi la vitesse que l'on veut obtenir, si on prend par exemple un cycliste à l'arrière-plan une demi-seconde, on a une application qui permet de nous aider à ça. Il y a plusieurs méthodes. Il y a l'application, puis après je vous donnerai une autre. Moi, j'utilise le logiciel PhotoTool. Pareil, il y en a plusieurs possibles, hein. Et donc, on va rentrer la configuration initiale, donc que j'avais dit tout à l'heure, l'ouverture à 5.6, 100 ISO et un 250e. C'est là qu'on avait une photo bien exposée. Et donc, on va mettre les paramètres finaux. Donc, toujours 5.6, ISO 100, et nous, on veut obtenir une demi-seconde. Donc, il donne tout en bas l'écart entre les deux expositions de 7 IL, 7 EV, 7 IL, suivant les gens, on appelle ça différemment. Donc, vous avez besoin d'un filtre gris neutre qui vous corrige l'exposition de 7 IL. Donc, 7 IL,
on n'a pas forcément, ça coûte assez cher ces filtres. Donc en général, on en a 3, 2, 3. Et on se débrouille avec ce qu'on a pour obtenir cette IL. Donc moi, j'ai un filtre Greennote de 6 IL. Donc j'avais choisi une profondeur de champ 5,6, mais F8, ça me convient. Donc je vais mettre mon filtre Greennote de 6 IL. Et je vais changer la profondeur, l'ouverture à 8. Comme ça m'a fait mon décalage de 7 IL. Si on a un bord de mer à 90 secondes, là, il faut gagner 14 IL, 14,5 même. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y a toujours plusieurs possibilités. Soit on met 2 filtres, on verra après comment. Ou on modifie les paramètres. On met un filtre 10 IL, ce que j'ai. Et on met un ISO 50 plus une ouverture à f16. Et là, ça nous permet d'obtenir 14 IL. Donc il y a une autre méthode. Alors on peut passer à la diapo suivante. Je vous ai fait un petit résumé des passages d'IL en fonction des temps de pause et des ouvertures et des ISO. En fait, pour le temps de pause, on gagne un IL en multipliant par 2 à chaque fois. Donc on va passer de 1 250e à 1 125e. C'est un écart d'un IL. On a réduit le temps par 2. On passe à 1 60e. Alors oui, les photographes, on a du mal à diviser par 2. Hein. Si on divise 125 par 2, ça fait pas 60, mais bon. On va dire que c'est à peu près. Donc 1 60e, on gagne encore un IL. Un 30e. Alors là, j'ai une erreur. J'ai 2 fois un 30. J'ai vu ça. Donc un 30e, un 15e, un 8e, etc. Donc à chaque fois, on gagne un IL. Et donc la deuxième méthode, c'est soit d'utiliser le tableau pour savoir ce qu'on doit gagner. On compte le nombre de cases et on sait qu'on a 7 IL à gagner. Ou alors une autre méthode, c'est sur l'appareil photo, sur tous les appareils en général. Quand on tourne la molette pour régler les IL, pour régler le temps de pause ou l'ouverture ou les ISO, quand on fait un cran, on se décale d'un tiers d'IL. Donc 3 crans, c'est 1 IL. Donc quand on a fait une photo test bien exposée, on est à 1 250e, on va compter le nombre de crans que l'on fait sur l'appareil photo pour arriver à une demi-seconde. On va compter 7 x 3, on va compter 21 crans. Donc 21 crans divisé par 3, 7, ça fait 7 IL. Donc c'est une autre façon de le calculer. Si on n'a plus de piles dans le smartphone, ça marche comme ça aussi. Sur Fuji, il y a un bouton qui gère les IL. Ah oui? Ah, je ne connais pas. Sur certains réflexes, on peut, si on fait vraiment une journée pause longue, on peut modifier justement la variation des vitesses. On peut changer, au lieu de changer par tiers, on peut changer par IL complet. C'est dans le menu. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, sur les temps de pause, on multiplie par 2 pour changer les temps. Pour changer les IL. Sur l'ouverture, on multiplie par environ 1,4. En fait, c'est racine de 2. On passe de 1 à 1,4, à 2, à 2,8, etc. Et pour les ISO, c'est pareil, on multiplie par 2. 50, 100, 200, etc. Donc voilà, c'est une méthode qui permet de... Si on n'a plus de piles dans le smartphone, on peut s'y retrouver. Donc en fait, il faut amener son cerveau pour faire les photos là. Ouais, compter, ça va. Et puis la multiplication, multiplié par 3, ça va aussi. Divisé par 3, le nombre de crans, ça va. Tu te balades avec tes tableaux ou quand tu fais tes Non, photos? non, la plupart du temps, j'utilise je compte le nombre de crans, en fait. Parce que quand j'ai commencé à faire de la pose longue, j'avais pas de smartphone.
Donc j'avais trouvé cette méthode qui, après tout, est très simple et puis on ne se prend pas la tête. De manière pratique, si on veut faire la pose longue en pleine journée, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser comme filtre? Ah ben, alors tout dépend de l'ensoleillement, tout dépend de la vitesse que l'on va obtenir. Donc justement, j'arrive au filtre gris neutre qui existe. Donc on a plusieurs marques, on a Oya, BW, Lee Filters. Donc ils ont chacun un peu leur façon de mettre leurs références. Moi, ce que je connais, c'est Oya, mais bon, Lee Filters, il est très bien aussi, BW aussi. Et donc, on a le ND2 chez Oya qui permet de gagner 1 IL, le ND4 2, etc. Donc en fait, c'est pour couvrir un petit peu tous les besoins, on n'a pas besoin de tous les avoir. Je dirais que si on a celui qui permet de gagner 6 IL et celui qui permet de gagner 10 IL, déjà on couvre une grande majorité de ce que l'on aurait besoin. Et puis on peut peut-être ajouter celui qui fait les 3 IL. Et puis là, on est tranquille. Ça évite d'avoir trop de filtres parce que vous avez vu en variant sur les ISO et sur l'ouverture, on peut ajuster l'exposition. Ça veut dire, si je comprends bien, que quand tu as fait ta photo de base sans filtre, sans rien du tout, et que tu veux être au 250e, comme tu disais tout à l'heure, si tu veux prendre la même photo avec la même ouverture, en pose longue sur 1 minute, oui. Tu vas mettre, par exemple, un ND64. Voilà. Par exemple, oui, après, c'est le. En mettant ce ND64, tu vas obtenir en je vais gagner 6 IL. Les mêmes résultats que ta photo. Ah oui. Oui, les mêmes résultats. D'origine. Tout à fait les mêmes résultats. Alors, les mêmes résultats, presque. Parce que ce qu'il faut. La même exposition. La même exposition, tout à fait. D'accord. Oui. Après, le résultat sera différent, mais la même exposition, tout à fait. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ils appellent ça des filtres gris neutres, mais c'est pas tout à fait neutre. C'est pas mal, mais c'est pas tout à fait neutre. Et suivant le prix que l'on met dans le filtre, il va être plus ou moins neutre. Oui, et puis le temps de faire les réglages quand on est au bord de la mer, sur le pied avec le vent, les vagues, souvent la lumière change un petit peu parce qu'il suffit d'avoir un rayon de soleil, passe 2 nuages. Comme on est parti sur, mettons, 90 secondes, on ne peut pas s'arrêter. Donc, il peut y avoir des variations. Hein, donc, voilà. Tout à fait. Ça donne un ordre de grandeur. Ça donne un ordre de grandeur. Et tu as raison, Loïc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ce que je disais, oui, c'est chez Oya, on n'est pas tout à fait neutre. On va obtenir une photo un petit peu réchauffée. On va mettre un petit peu de rouge dans la photo. Mais bon, c'est assez faible. Et comme on prend les photos en RAW, on peut facilement le corriger. Emmanuel. Et chez Lee, c'est plutôt bleu, oui. Oui. Pour avoir fait un petit peu de pause longue avec mon filtre que j'ai fini par casser en le laissant tomber par terre, en fait, c'est vachement bien là, ce que tu proposes. C'est que ça, c'est des repères. Ça évite de chercher pendant un moment à trouver les réglages. Ceci dit, on peut par tâtonnement, si on a oublié ta feuille là, oui. on peut arriver, parce qu'avec le numérique, maintenant, on peut faire autant de photos qu'on veut. Oui, bien sûr. Hein, donc, par tâtonnement, on peut y arriver aussi. Hein. Oui, c'est des points de repère, mais on peut. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien d'avoir un ordre d'idée comme ça dès le départ, de se dire c'est à peu près comme ça que je dois y aller, quoi. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui. Tu ne parles pas du diamètre. Or, c'est un problème, c'est que les filtres, ils sont chers. Et si on veut qu'ils puissent servir au maximum, il faut prendre le diamètre qui correspond au diamètre du plus grand objectif qu'on ait. Pas obligé. C'est pas obligé. Non, mais si on prend le plus grand diamètre, on peut mettre une bague d'adaptation pour les plus petits. Voilà, c'est ça. Oui, mais
Oui, mais vous L'adaptation parlez est de... vraiment chère. Ouais, pardon, vous parlez de filtres vissants, mais on n'est pas Filtre obligé de vissant, tout à fait. filtres vissants. Il existe des filtres carrés qu'on vient glisser sur un adaptateur qu'on met au bout de l'objectif. Et moi, personnellement, c'est ce que Sorte de filtre coquin. j'utilise, c'est Ouais, plus pratique. c'est comme les coquins. Voilà, c'est comme le principe coquine. On glisse le filtre en question. Lee, c'est du filtre carré, oui. Donc on a un porte-filtre et on vient glisser les filtres dedans. Donc ça permet déjà c'est plus pratique à mettre et à enlever. On peut mettre plusieurs filtres. Quand on achète le porte-filtre, le mieux c'est de le prendre avec trois glissières. Comme ça, on peut mettre 2 filtres gris neutre l'un sur l'autre. Et puis on peut rajouter un 3e filtre. Quand on fait de la photo de paysage, souvent on a le problème du ciel qui est beaucoup plus clair que le sol. Et on a besoin d'avoir un filtre gradué pour ne pas avoir un ciel totalement surexposé. Et Emmanuel, je reviens à la question de Khalil, là. En Oui. fait, pour guider son achat éventuel d'un filtre ND, c'est ce que tu as dit d'ailleurs tout à l'heure, Emmanuel, hein, c'est qu'il vaut mieux aller vers du ND64, ND400, des choses comme ça, parce que les filtres N2, N4, N8, je dirais, vont pas être très très utiles. Enfin, c'est vraiment des utilisations encore plus spécifiques. Si on veut vraiment gagner des IL, faut y aller carrément dans ND64 et ND400. Oui, en général, ça fait à peu près tout ça. Ah, voilà, ça fait à peu près tout. Hein. Et il y a les filtres variables aussi. Je n'ai pas essayé. Alors oui, il y a un débat sur les filtres variables. Moi, j'aimerais bien... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé les filtres variables? Parce que il y a des... En fait, Ce que ils sont j'en ai mauvaise entendu, presse. c'est que voilà. Ils sont de mauvaise presse, mais on ne sait pas pourquoi. Je sais pas, j'ai entendu que la qualité était variable. Comme les Je filtres. sais pas, comme les filtres, voilà. Donc je sais pas, je me suis pas risqué à essayer un filtre. Et puis le filtre variable, je sais pas comment tu fais ton réglage, je sais pas comment ça marche. Tu as 2 filtres l'un sur l'autre et c'est quand ils sont croisés à 90 degrés, c'est maximal, et pratiquement noir. Et plus tu te rapproches, Donc ça correspond à une D1000 par exemple? Oui, je crois savoir ça, mais sous toute réserve. Hein. Enfin, moi, je peux vous dire que dans la pratique, à moins d'être vraiment dans un endroit très cool, etc., si vous voulez, bon, si on veut une cascade, ça peut être, il n'y a pas besoin il a pas de problème de météo. Et quand on veut faire des photos au bord de la mer, une fois que vous êtes appareil et sur pied, qu'on a tout réglé, il faut mettre les 2 filtres, il faut passer les mains sur l'objectif, les faire tourner. On a toutes les chances de modifier le réglage, de bouger. Ben, c'est pas du tout pratique. Honnêtement, c'est pas pratique. Mais bon, chacun son truc. Hein. Moi, je trouve que le plus pratique, c'est vraiment les filtres carrés qu'on glisse dans un porte-filtre qui s'adapte sur tous les diamètres. Enfin, il y a un porte-filtre avec des adaptateurs en fonction du diamètre des objectifs. Et après, on a une petite, une mini sacoche. Il y a des sites internet qui vendent des kits de 2 ou 3 filtres avec la petite sacoche qui va avec. Et comme ça, on est paré pour gérer les trois trucs. Et en plus, il ne faut pas oublier non plus que, comme disait Loïc tout à l'heure, quand on veut faire une mesure de l'ambiance et de la photo, de l'exposition sans filtre. Donc, vous posez votre pied, vous cadrez, vous faites votre photo, ou vous prenez votre pose-mètre, peu importe, on fait la photo ou pas, et ça nous donne à 100 ISO, à 100 ISO, ça nous donne, je ne sais pas, 250e f8. Bon. Après, vous faites votre calcul, vous mettez votre filtre. Il faut aller le visser sur la photo, sur l'objectif, ce qui n'est pas non plus toujours très pratique. Et si ça ne va pas, on s'est trompé ou machin, on refait le truc, on redévisse le filtre et on remet un autre filtre à la place. Honnêtement, pour avoir pratiqué un petit peu aussi, franchement, c'est beaucoup plus pratique avec des filtres carrés et ce n'est pas obligatoirement beaucoup plus cher. C'était justement la question que je voulais poser parce que je trouve qu'elle est d'importance dans ce genre de pratique. C'est la question des filtres. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier les filtres vissants ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier ce que tu viens de vanter, c'est-à-dire les trucs sur porte-filtre? Je crois savoir que ce sont 2 techniques différentes avec des avantages et des inconvénients pour chacune.
Alors, l'avantage, c'est que le filtre vissant est un peu moins cher, mais donc le filetage est très fin, donc ça peut être difficile de la mettre en place. Et puis, effectivement, quand on veut changer de filtre, bah, c'est plus long de dévisser, de revisser, etc. Alors que le porte-filtre est plus. Moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas trop où j'allais. J'ai acheté des filtres vissants. Et aujourd'hui, je me rends compte que le filtre carré serait plus pratique. Ah oui. Vous dire quelque chose? Si je devais m'en racheter, je prendrais des filtres carrés. Oui. Oui, moi j'avais commencé par un filtre vissant, je suis passée sur les filtres carrés et j'avais quand même souvent des flares et des machins et je suis revenue, j'ai acheté chez Oya une série de bonne qualité et je n'ai plus de flares et mes photos elles sont jolies, vous en avez vu certaines. Alors, mon côté néophyte fait que je n'ai pas su gérer ces flares, mais peut-être que Jean-Livio Emmanuel, en quelques minutes, m'apprendrait à ne pas avoir de flares sur mon truc. Je sais pas, comme j'ai les vissants, j'ai jamais rencontré ce problème, dont tu parles. Mais ce que je sais, c'est que normalement, il faut mettre le filtre le plus foncé proche de l'objectif. Après, je sais pas. Je sais pas, Jean-Didier, c'est toi qui as utilisé, tu as rencontré Moi, des flares? j'ai jamais eu de flair particulier. Après, ça dépend comment on est positionné par rapport au soleil, c'est sûr. Mais si on est face au soleil, de toute façon, on a un flair. Hein. Il y a toujours du flair. Maintenant, je sais pas. J'ai fait beaucoup. Enfin, j'en ai fait beaucoup. Non, j'en ai fait plus avec du carré qu'avec des filtres vissants. Mais justement, je suis pas. Enfin, moi, je fais pas beaucoup de poses longues parce qu'à Pierrelet, dans le Val d'Oise, il n'y a pas la mer. Et il y a que ça. Non, on peut aller à Conflans, sur l'Oise, hein, les jours où il y a du vent, etc. Mais ouais, ça bouge pas assez pour faire de la pose voilà, longue intéressante, je pense. j'adore les côtés mer éthérée avec des rochers, des premiers plans. Bon, donc c'est moins facile d'accès. Mais ceci étant, pour le peu, entre guillemets, que j'ai fait, franchement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique d'avoir les filtres carrés. Et je ne me souviens pas avoir eu du flair autre que le flair normal quand on est peut-être pas face au soleil, mais légèrement décalé. Parce que des fois, en étant légèrement décalé, on a... Oui, à 10 degrés à peu près du soleil. Hein. Ouais, c'est ça. Un porte-filtre, on n'a plus le pare-soleil. Voilà. Ah non, il n'y a plus de pare-soleil. Non, il n'y a pas de pare-soleil sur le. Non, on est d'accord, mais si tu mets un filtre vissant et qu'après tu remets le pare-soleil, donc ça rallonge encore le problème pour redévisser. Donc il faut enlever le pare-soleil, le garder sous le coude ou l'enfiler sur un doigt, dévisser le filtre, on ne sait pas où le mettre, on le met dans la poche, on le raye, après on recommence. Bon, voilà, puis le pare-soleil, en fait, on peut y mettre un cahier, la main, on peut mettre un objet pour empêcher le soleil d'arriver sans obligatoirement que ça se voit sur la photo. Hein. C'est aussi possible. Enfin bref. Après, c'est quand même bon, les poses longues, c'est des trucs d'expérience. Hein. Il faut vraiment, au bout d'un certain temps, quand on fait les mêmes photos, mêmes endroits ou dans des endroits similaires, on finit par avoir l'habitude. Et puis, c'est aussi un peu une question sinon de chance, mais de réussite. Encore une fois, on fait sa mesure. Il y a des nuages. On démarre les 90 secondes. Boum, il y a un nuage qui a bougé. Le soleil arrive. Ça modifie pas mal de trucs. Et alors, quand on refait des photos avec des poses de 90 secondes, je veux dire, si on a démarré à marée basse, on finit les pieds dans l'eau. Oui, ça c'est important. Oui. Quand on fait de la pose longue en bord de mer, il faut se renseigner de la marée avant. Je peux poser une question? Oui. Oui. Si on utilise des filtres vissants, il faut des filtres pour tous les diamètres d'objectif, donc finalement, ce n'est pas rentable. Non, on peut utiliser, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, hein, c'est que si on prend le plus grand diamètre par rapport aux objectifs que l'on a, on a des bacs d'adaptation. Oui, il y a des bacs. Mais comme de toute façon, pour les filtres GND, ce ne sont pas des filtres circulaires, donc autant avoir un porte-filtre et puis des filtres carrés, parce que le problème tout à fait, et quand on prend le porte-filtre, il faut prévoir le porte-filtre large pour les objectifs grand angle. Ce que je veux dire, c'est que les filtres GND, ce ne sont pas des filtres vissants. Donc, il faut de toute façon avoir un porte-filtre pour les GND. Non, mais il y a les deux. Il y a des filtres vissants et des filtres carrés. GND? GND, qu'est-ce que tu entends par GND? C'est gris neutre. Les GND, c'est-à-dire les dégradés.
Ah, dégradé, oui, non, Tu pardon. es obligé d'avoir un filtre carré, Là, effectivement, tu es obligé d'avoir un filtre carré, tout à fait. pas circulaire. Donc, Tout à fait, tout à fait. autant acheter un porte-filtre. Exact. Oui, bien sûr. Ça règle la question. Voilà. Moi, j'avais acheté un kit, là, tu vois. Oui. Oui. Combien? Allô? Par espace. Par espace. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune référence de graduation. Pascal, on a eu le début de la question et la fin, mais pas le milieu. Non, je dis, moi, j'ai un kit avec plusieurs filtres carrés. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas la graduation du filtre, en fait. Je ne sais pas comment on voit. C'est marqué dessus? Ben non. C'est pas écrit dessus, normalement c'est écrit dessus. Sur la tranche peut-être. Après, c'est du chinois ou du je sais pas quoi. Mais... Tu les as payés cher? Tu les as payés cher? Oh non, je pense pas que j'ai dû les payer très cher. Parce qu'ils en vendent sur AliExpress. Hein. Vous avez un truc avec 20 filtres qui vendent à 12,90 €. Ça, je peux vous dire que c'est pas la peine de le mettre. Non, prenez pas ça. Il vaut mieux deux filtres. Il vaut mieux 2 filtres. Hein. Comme on disait, le 64 et le 1000. Franchement, avec ces deux-là, on arrive à peu près à tout faire. Et vous prenez des filtres de bonne qualité. Là, on peut rajouter NISI qui vient en dessous. Oui, NISI, oui, exact. Et tout ça, c'est de la Oya, BW, bien sûr, les filters. Tout ça, c'est top, ça marche très bien. Ça vaut un peu de sous, mais bon, c'est sympa. Mais on obtient des photos de qualité. Et en fait, parce qu'en fait, dès qu'on met quelque chose devant l'objectif, on dégrade la photo. Donc, il faut mettre quand même un verre de qualité pour ne pas trop la dégrader. Alors, il y a une autre boîte qui est pas mal, chinoise aussi, qui s'appelle KF Concept. KF Concept, c'est pas mal, ça vaut à peu près Oya. Et par contre, quand vous achetez le porte-filtre carré, il faut bien s'assurer qu'on peut en mettre 2, voire 3. Il ne faut pas un porte-filtre avec qu'un seul filtre. Sinon, ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est mieux d'avoir un porte-filtre où on peut enfiler au moins 2 filtres, les uns à côté des autres. Enfin, les uns. Deux ou trois, ouais. Voilà, mais parfois, en 3, et puis il y a la petite sacoche qui va avec. En ce qui concerne le porte-filtre Lee-Filter, on peut rajouter des barrettes pour pouvoir augmenter le nombre de filtres qu'on peut mettre. Super. Ah non, je ne connais pas, oui, peut-être. Non plus. Après au-dessus de 3, je crois qu'on dégrade la photo. Il vaut mieux pas mettre plus de 3 filtres. 3, c'est bien. Pouvoir en mettre 3, ça peut être bien. Mais moi, je me suis aperçue il n'y a pas longtemps que lorsque j'utilisais le porte-filtre et les bagues, les filters, sur mon 24-120, j'avais comment on appelle ça, sur les angles là. Du vignettage. Du vignettage. Surtout en grand angle alors, en 24 mm. Le 24, oui, sur le 24. Oui, mais c'est parce que ton filtre n'est pas assez large. Bah ouais, mais c'est celui qui s'adapte sur les sur les Nikon. Hein. Et puis peut-être c'est la qualité du filtre, hein. Peut-être qu'il est moins bon sur les côtés. Non. Hein. Non, je pense pas que ce soit ça. Non. C'est pas. Et filtre de quelle marque? J'avais cru comprendre que c'était une question de taille, effectivement, le vignettage. Oui, c'est ça. C'est la taille. C'est la taille. Et tu peux te récupérer à la retouche derrière ou pas? Je n'ai pas essayé. Ah, par contre, il existe, pour les grands angles, il existe des fils plus grands. C'est-à-dire, c'est plus du 100 par 100, c'est du 150 par 100. Oui, d'accord. Et quand il y a du vent, bonjour. Hein. Ah bah oui, mais bon. Oui, donc comme pour toutes les photos, quand il y a du vent, quand on est sur pied, il faut un pied très stable. Hein. Oui. Il faut un pied lourd ou pouvoir le lester avec le sac photo, par exemple. Ouais. Véronique, tu voulais dire quelque chose? Oui, si je mets un ND4 plus un ND2, ça fait 8. Je crois que ça fait 8. Hein. ND2 plus ND4 égale. J'ai un doute. Je crois que les stops s'additionnent et que les. 6 ou 8. Non, ça ne multiplie pas, ça s'additionne. Hein. S'additionne. Bon, je dis.
Ça fait 3 IL. À moins que je dise une bêtise, si quelqu'un peut me reprendre, mais il me semble que ça fait. Si on met 1 IL plus 2 IL, ça fait 3 IL. Ça fait pas. Et En donc, elle a plus. raison, ça fait une D8. Hein. Ah bon? Oui, ND8, Ah, oui, ouais. c'est ça. Oui, c'est ça, ça fait 3 IL. Ouais. Ouais, on a raison tous les deux, en fait. ND2 et ND4, ça fait ND8. Ou en IL. Les IL s'additionnent ça, là, le truc de filtre, ça se multiplie, je crois. Hein? On change de diapo, cher. Oui, passons au suivant. Alors, donc, c'est un petit résumé de tout ce qu'on a dit. Donc, tout ce qu'il faut penser à faire pour prendre la photo en pose longue, c'est premièrement débrayer l'autofocus, parce que quand on va déclencher, l'appareil va falloir refaire le réglage, donc c'est pas bon. Parce qu'une fois qu'on a le filtre, l'appareil il patine pour faire le réglage. Hein. Donc avant d'installer le filtre, on fait la mise au point. Donc le stabilisateur désactivé si on est sur pied. On se met en format RAW. De toute façon, tout le monde prend les photos en format RAW maintenant. On active la réduction de bruit, oui. Quand on a des photos supérieures à 1 seconde, on a l'appareil photo qui va faire une photo noire. Il prend la première photo normale, et ensuite il va reprendre une deuxième photo en laissant l'obturateur fermé. Et il va déduire la première photo, il va déduire la photo noire de la première photo. C'est-à-dire que si on a des petites taches de couleur sur le capteur, parce qu'on a chauffé, pardon, parce que le capteur chauffe ou je ne sais quoi, ça va supprimer le bruit dû à ces problèmes. Et donc, c'est des choses. Alors, 1 seconde, en général, ça se passe bien. Mais quand on commence à avoir des temps de pause assez longs, on peut avoir du bruit important sur la photo. Donc, c'est important de l'activer. Donc, la réduction de bruit ISO, bien sûr. Et puis, il faut relever le miroir pour éviter les vibrations. Donc, un déclencheur souple, ça permet d'éviter les vibrations également en appuyant sur l'appareil photo. Ou le retardateur. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, sur mon appareil photo, je ne sais pas mettre le retardateur et relever le miroir. C'est l'un ou l'autre. Donc, du coup, je relève le miroir et j'utilise un déclencheur souple, un déclencheur filaire. Donc, ne pas oublier de faire son horizon. Si on a un horizon, bien sûr. Donc, on installe les filtres ensuite. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, en cas de vent, il faut caler le pied, le lester et peut-être enlever la courroie de cou, parce que quand tu es bas au vent, ça fait vibrer l'appareil photo aussi. Donc, soit on la cale, soit on l'enlève. Manuel, tu as mis à l'item 8, installer les filtres. Oui. On les installe dans l'ordre à partir de l'objectif vers l'extérieur, c'est ça? C'est ça, oui. Les plus foncés d'abord et ensuite les plus clairs s'il y en a plusieurs. Il faut toujours l'installer le plus proche de l'objectif possible. Ensuite, si on a des lumières parasites qui arrivent par l'arrière, c'est mieux d'occulter le viseur pour éviter d'avoir des choses indésirables sur le capteur. Et puis, si on fait attendre. Oui. Tu l'occultes comment, le viseur? En général, alors moi je l'ai perdu, mais en général, on a un petit capuchon on enlève quand on s'appelle sur l'œilleton, on a une protection. Ouais. On l'enlève et sur la courroie, en général, on a une petite pièce plastique qui vient se glisser sur l'œilleton. Là, je peux pas vous faire la démonstration. Sinon, un bout de gaffeur, c'est ça moins marche aussi. d'emmerde. Hein. Un bout de gaffeur, ça marche aussi.
Un vieux chewing-gum, ça marche. Ouais, mais bon, après, tu te débrouilles avec ton viseur si tu vois plus rien dedans. Alors, on se pose avec un hybride. Donc, le temps de pause supérieur à 30 secondes, on utilise le mode bulbe chronomètre en main. Voilà. Ensuite, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, des photos floues, ça arrive. Donc, est-ce que le stabilisateur était désactivé? Est-ce que le trépied était bien calé? La courroie de cou? Est-ce qu'on avait relevé le miroir? Désactivé l'autofocus? Oui, ça peut être des flous de bouger, mais ça peut être aussi des flous parce que la mise au point c'est enlevé. On peut avoir une balance des blancs ratés. Si on a pris la photo en RAW, ça se récupère, mais quand on a un filtre très dense, l'appareil peut patiner et puis faire des choses bizarres. Donc, ce que je disais, pour l'image bruitée, mettre la réduction de bruit. Alors oui, attention, hein, quand on fait des photos assez longues, quand il reprend une photo noire, en laissant le... Ah ouais, mais tu mets ça tout petit peu, ça va être fini là. Pardon? Non, rien. Marcel, coupe ton micro, s'il te plaît. Il est coupé mon micro. Non, il n'est pas coupé. Ah non, ma il n'est pas chérie. coupé, on t'entend. On entend ton chien. Donc oui, ce que je disais, c'est que le fait de faire une deuxième photo noire pour la réduction de bruit, ça double le temps de prise de vue. Hein. Si on a des photos de 4 minutes, ça devient une photo de 8 minutes. Mais bon, il faut le savoir, quoi. Si on a la marée qui arrive, ça peut être gênant. On peut avoir des traces magenta. Moi, je l'ai jamais rencontré, mais il paraît que ça peut arriver. C'est le capteur qui chauffe. Donc, on fait une pause. Une pause, on attend que l'appareil refroidisse, quoi. L'entretien des filtres. Donc, attention, quand on est en bord de mer, on peut avoir des embruns, donc il faut rincer à l'eau douce, parce que le sel peut rayer le filtre, et puis avec des chiffons à microfibre et un liquide de nettoyage. Et puis, ah oui, quand on fait des pauses longues, si on veut que la mer soit lissée, si on a des bateaux, eux, ils vont être tout flous. Donc, c'est là que l'intérêt de la photo test revient, c'est qu'on peut ensuite sur Photoshop remplacer les bateaux flous par des bateaux bien nets avec cette photo test qu'on avait fait à vitesse normale. En fait, c'est que des emmerdes la photo. Hein. Bah oui, faut aimer moi les emmerdes. Hein. Moi j'arrête, hein. C'est que des emmerdes la photo. Il faut aimer les... Mais on rencontre pas toujours toutes les emmerdes, hein. Mais bon, c'est sûr que... Dans la liste des emmerdes, là, il y en a un qui n'est plus un emmerde à notre époque, c'est la balance des blancs. Parce que la balance des blancs, ça se récupère derrière. Hein. On se met en RAW, on n'est pas emmerdé, tout à fait. Ouais. Le reste, effectivement, c'est des emmerdes. Mais il faut faire les photos en RAW. Il y a des gens qui continuent à faire les photos en JPEG. Donc, on parlait des filtres, justement, des porte-filtres. Combien ça coûte? J'ai été voir sur Internet les prix. Bon, je vais pas tout reprendre, mais on voit que les Vissants sont un petit peu moins chers. Mais en fin de compte, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des carrés. Donc, ce que je disais, c'est que si je me décide et que j'en rachète, je reprendrai tout le système en filtre carré. J'ai mis de prendre un filtre 6 stop et 10 stop. J'ai même mis le 3 stop, mais le 3 n'est pas forcément obligatoire. On s'en sort avec 6 et 10. Voilà. On a fait le tour. On peut revoir quelques photos. Donc le suivant, voilà. Donc un même endroit pris à deux vitesses différentes.
Donc il y en a un où je voulais voir le reflux de la vague sur la plage. Donc j'ai fait un réglage à une demi-seconde. Donc ça fait des traits que je trouve jolis. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Et puis sur la deuxième, c'est la même photo, mais avec une mer lissée. Donc temps de pause de 5 secondes. Donc là, je me suis mouillé les pieds ce jour-là, parce que la marée montait. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Une mer agitée, bah là j'ai fait un temps de pause de 1/5. C'est voilà. Suivante. Pas dans le sud, ça. Hein. Non, là c'est en Norvège. C'est un endroit très connu des photographes holofoten. Bah ça c'est en France, sur la côte avec les carrelets. Donc bah là je n'avais pas mis de filtre là parce que c'est une photo de nuit. Et par contre c'est un temps de pause de 6 minutes. Alors j'avais choisi de mettre une ouverture à f16 pour avoir les lampadaires, les lumières des lampadaires en étoile. Et donc bah, ça m'a donné un temps de pause de 6 minutes. Elle est belle cette photo. Hein. C'est très calme, très doux. Ouais. Alors j'ai trouvé des exemples de véhicules. Bah, une Formule 1 au 60e. Alors je ne sais pas combien elle roulait la Formule 1, mais donc bah, au 60e, on a un beau filet d'arrière-plan. On n'est plus vraiment en pause longue. Hein. Bah, pause longue. Non, ça, c'est pas de la pause longue, ça. Il a suivi la voiture, là. C'est du Il a suivi, suivi la quoi. voiture. C'est Ouais, un filet, oui. ouais, Là, ouais. il aurait pu la prendre la photo un millième. Là, Oui, voilà. Il aurait eu la voiture figée. Oui, voilà. C'est une pause longue dans le sens où il transforme, l'image. D'accord, ouais. Alors, les voitures, effectivement, au 160e, là, c'est pas très filé, c'est limite. Comment ça s'appelle déjà, ces courses-là aux États-Unis, j'ai oublié. Indianapolis. NASCAR. La NASCAR, voilà, tout à fait. Autrement, bah, le vélo, je ne sais pas combien il l'a pris, mais il a un joli filet d'arrière-plan et puis il a vraiment bien suivi la personne qui pédale parce que vraiment, il est très net. Ah, c'est Et pas là, évident parce qu'il faut l'anticiper énormément, ce genre de photo. tout à fait. Tout à fait. Mais là, c'est pas sur pied. Hein. Et puis une moto aussi au 125e. Donc bah, il a un flou de profondeur de champ hein, parce qu'il a ouvert à f5. Donc on voit les arbres derrière qui sont flous. Ils sont flous et filés parce qu'il est au 125e avec la moto doit rouler assez vite. Donc voilà un petit tableau récapitulatif qui peut donner des indications sur les temps de pause. Donc on a des photos de jour, des photos de nuit. Donc bah, on va pas les passer en revue, mais Alors non, mais c'est vrai, c'est moi qui ai assisté un petit peu parce que, en fait, par expérience, je trouve qu'on cherche d'abord à essayer de trouver le temps de pause pour avoir un effet particulier. Donc on démarre du temps de pause et puis après on règle le reste derrière. Il faut que ce soit cohérent. Et ça vous permet déjà, en me disant, bon, allez, je fais un paysage de nuit, je me mets à ISO 100 f5.6, je fais 15 secondes, ça vous donne une base. Alors, de nuit, il n'y a pas besoin des filtres, mais enfin, il peut y avoir besoin des filtres. Mais globalement, voilà, 15 secondes, ISO 100 f5.6, vous verrez tout de suite ce que ça donne. Vous allez voir la première photo, si vous êtes sur X, pas sur X. Et après, vous n'avez plus que 2-3 petits trucs à régler, c'est pas méchant. Pour les voilà, pauses longues de jour, les pauses longues de jour, effectivement, tant qu'on est à 1/10 ou 1 seconde, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de filtre, obligatoirement. Quand on commence à mettre des filtres, là, ça devient un petit peu plus rock'n'roll.
Mais bon, Tout dépend de la luminosité, hein. Si vraiment il y a un soleil très fort, oui, bien sûr. il faudra des filtres, même pour obtenir un dixième de seconde, hein. Mais si vous voulez vous entraîner au bord de l'Oise ou au bord de l'Oise. Je ne sais pas trop dans la région où est-ce qu'on pourrait faire de la pause longue. Sur un étang, mais il faut qu'il y ait du vent. Alors donc, s'il y a du vent, on peut faire de la pause longue. Mais même sur la Seine, à Conflans, on peut faire de la pause longue, hein. Il y a toujours des péniches qui passent. Et si on fait 4 minutes, on aura l'Oise éthérée, c'est exceptionnel, l'Oise éthérée, ou la Seine. Après, où on peut faire de la pause longue, il faut qu'il y ait un peu de vent, il faut qu'il y ait des remous sur la flotte, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a des idées. On pourrait faire une sortie, mais là, je ne vois pas d'endroit. Argenteuil. À la Défense, tu as un plan d'eau, mais tu as des immeubles et quand tu fais des pauses très longues sur les nuages, tu peux avoir des choses très très belles. Il n'y a pas toujours besoin d'eau pour les pauses longues, tu as les nuages aussi. Oui, il y a les nuages aussi, tout à fait. C'est extrêmement éthéré et du coup, ton building, il est encore plus graphique. Exact. Il faut que 2 heures, il faut que 2h15 pour arriver au bord de la mer, hein. Sinon, oui, c'est ce que j'allais dire. On avait fait une sortie déjà à Dieppe, non, là où il y a à Étretat, où il y a le petit fleuve, là, le plus petit fleuve de France. On avait fait une sortie d'une journée, c'est avec le club photo, une année. Donc, dès qu'il fait un peu beau, on pourrait essayer. Oui. Oui, c'est la même durée pour aller à. Bon, c'est pas Étretat, hein, le plus petit. Non, c'est Philippe qui a dit Étretat. Non, c'est le AA, c'est là-haut vers Boulogne, Calais, entre Calais et Boulogne. Mais non, le plus petit fleuve de France qui fait 1340 mètres, c'est à côté. C'est pas Veules-les-Roses? Ouais, à Veules-les-Roses. Ah, c'est à Veules-les-Roses. Ah, pardon. Oui, c'est Dieppe. Mais là, c'est pas le plus petit fleuve, hein, mais enfin bon. Mais là, c'est pas les andouillettes, ça Non, c'est la triple A, les andouillettes. Ah, c'est la triple A, excusez-moi. Non, AA, c'est les banques. Voilà. Donc, on pourrait faire une sortie un samedi samedi, c'est bien parce qu'on n'a pas le problème pour rentrer le soir. Mais dès qu'il n'y aura plus de confinement, de couvre-feu à 18h. Oui, parce que ça risque de faire un peu juste. Ouais. J'ai envie d'évoquer le cas de photos de nuit en pose longue avec filtre. Dans quelle situation? Avec filtre, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, hein, parce que bon, de nuit, on n'a pas besoin de filtre, hein. Non, mais on peut. Il y a des. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Faire des photos de jour avec filtre, c'est ça? Non, de nuit. Non, de nuit. De nuit avec filtre. Non, ce qu'on met, c'est des exemples de vitesse, mais on n'a pas forcément besoin d'un filtre pour arriver à ces vitesses-là. Si on va, je sais pas moi. Là, je prends un exemple. Scène de rue, ISO 100 f16, 20 secondes. Bon, il est vrai que si la rue est très sombre, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Par contre, si jamais la rue est super illuminée, il y a des chances que la photo soit surexposée avec 20 secondes. Donc après, voilà, mais des photos de nuit avec filtre, je ne sais pas trop. On peut essayer. Essaye, Khalil, tu nous diras. Alors si, non, pas pour les étoiles nettes, non. Du coup, ça me fait penser à la photo que tu as montrée du Carlet. Oui. Il y avait des lampadaires derrière. Et il me semble que tu avais mis 6 minutes de... Oui, c'est ça, oui. Et tu disais que c'était sans filtre? Là, c'était sans filtre, oui. Les lumières derrière ne sont pas brûlées? Si, forcément, c'est un peu brûlé, mais... Là, tu l'as retouché, la photo, ou elle est à peu près telle que... Non, je n'ai pas spécialement retouché, je me rappelle plus bien, hein. Je me rappelle plus bien, mais je pense que je l'ai fait sans filtre, hein. C'était à l'heure bleue, mais c'était vraiment à la fin de l'heure bleue, hein. Il faisait pratiquement nuit.
Alors peut-être que je me rappelle plus que j'avais un filtre, mais bon. Ça fait beaucoup 6 minutes avec les lumières, hein. C'est vrai, il a raison. Ouais, bah, peut-être que j'avais un filtre, je me rappelle plus. Oui, mais t'es quand même à F16 et avec 100 ISO seulement. Oui. Oui, mais bon. Mais 6 minutes, c'est vrai que ça fait beaucoup. Faites On le test. essaiera, puis on verra si tu as triché. Bah, j'ai peut-être oublié que j'avais un filtre, je sais plus. J'avoue que je sais plus. Pardon, excusez-moi. On peut peut-être essayer d'aller photographier la cascade, la grande cascade du Bois de Boulogne. Oui, je m'étais posé la question, j'ai été la voir, franchement, ça m'a pas inspiré. Non, d'accord. Mais bon, pourquoi pas? Si c'est juste pour s'entraîner, pour faire des pauses longues, ça peut suffire. Oui. Bah, aux étangs de Cergy aussi, il y a le parcours de kayak. Là, je ne sais pas si la descente de canoë-kayak, enfin une descente artificielle, ça bouge bien. Donc, c'est pas très esthétique, mais ça permet de s'entraîner. Je ne sais pas si c'est ouvert actuellement. Ça marche tout le temps. C'est à Cergy, ça. Oui. Oui, mais quand il n'y a pas de... Ben non, ça ne marche pas tout le temps parce qu'ils ont des pompes énormes qui consomment beaucoup d'électricité. Et ils mettent en route les pompes que quand il y a des clients ou qu'il y a des compétitions ou qu'il y a des trucs comme ça. Ou des entraînements avec des clubs. Mais sinon, ça ne marche pas parce que ça y va. Hein. Il faut des grosses pompes pour faire le truc. Et aux étangs de Cergy, c'est bien ça. Ça peut être un truc, il faut aller voir. J'irai voir ce week-end si c'est ouvert ou pas. On peut faire des filets de vélo. Hein. En ce moment, il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien le filet hareng aussi, mais bon. Non, mais vous pouvez vous amuser avec une bassine en agitant l'eau dans une bassine. Et vous faites une pause longue avec un filtre. Si Khalil veut la faire de nuit, ça n'y aura pas de problème. Il suffit d'éteindre la lumière et à faire bouger comme ça la flotte. Et on peut arriver à créer justement cette ambiance. Si c'est juste pour vous entraîner. Le club, il pourrait peut-être acheter une petite piscine de gosse, là, ça serait bien. Ouais, c'est pas bête. Ah tiens, il y a la piscine à vagues, c'est quoi, à Saint-Quentin ou je sais plus. On peut acheter une piscine à vagues, ouais. Mais on n'est pas en février. Ouais, mais faut rentrer en maillot de bain. Faut rentrer en maillot de bain dans les piscines, alors. Ceci dit, les pauses longues de cascade, on en voit beaucoup. Ça commence à être un peu saturé. Ah, on peut se lasser. Hein. Mais je connais des gens qui n'aiment pas du tout les cascades en pause longue. Hein. Ça, c'est des goûts, après, des questions de choix. Hein. Parce qu'on en voit beaucoup. Je crois que on peut renouveler peut-être le sujet avec la mer, tu vois. Avec la mer, je pense que mais alors les cascades, le sujet, il commence à s'user beaucoup, je trouve. Mais bon. Oui, ouais. Mais la mer, ça change tout le temps. Enfin, Ah, puis là, il nous a remis l'oiseau sur son rocher au milieu du torrent. Là, c'est quand même chouette comme photo. Ça, c'est superbe, ça. Ouais, c'est superbe. Comme on dit, la mer, elle n'est pas très loin. Hein, des sorties d'une journée en mer. C'est comme aller au Marcanterre, c'est une journée. On a fait les sorties Cerf-Volant, c'est une journée. C'est pas loin. Hein. Bah oui, c'est ce que j'avais dit. On va faire une journée au bord de la mer. Après, il y a aussi, comment ça s'appelle, là où il y a le blocos, là. Oh, zut. Au bord de la mer? Où il y a les phoques, là. Il y a aussi pas très loin. Le Crottois. La baie d'Oti. La baie d'Oti, tout à fait. Ouais, c'est super là-bas. Non, là, c'est pas la baie d'Oti. Oui, la baie d'Oti, il y a des phoques. C'est à Berck. Avec le blocos, c'était vers. Non, c'est vers le Crottois. Ouais. Il y en a plusieurs des blocos. Au Ourdel, là où il y a le blocos. Oui, tout à fait. Ourdel, oui. Ouais, mais là, le problème. Non, mais au Ourdel, la mer est loin. Non, mais là, il n'y a pas. L'eau, elle ne coule pas, elle est même des fois très loin, si on arrive à marée basse. Ah, il faut y aller à la bonne période. Ouais. Donc, à Dieppe, à Étretat, au Touquet. Oui. Au Sable. Non, ça c'est trop loin. Enfin, bref. Les grandes plages où ils font du char à voile, c'est où? Là, c'est pas 2 heures, c'est un peu plus, hein, parce que c'est plus au nord. C'est les grandes 2h30, ouais. À Berck. Le Touquet, il faut 2 heures. Hein.
C'est Berck le Touquet. Ouais, mais le Touquet, il n'y a pas de char à voile, c'est des galets. Il y a Ouistreham. Non, le Touquet, c'est du sable. Ah, le Touquet, pardon, c'est du sable. voile. Ouistreham, ils font du char à voile aussi. Oui, mais Et ça, puis, c'est haut, là, maintenant. Hein. Il y a de l'enduro aussi. Ouais, ça, c'est au Touquet. Il faut aller à Merlimont-Plage, c'est plus marrant. Là, la photo que j'ai derrière moi, là, c'est la baie de la Canche au Touquet. Là, ils font du char à voile, là. Oui, là. oui, oui. Là, là. Tiens, hop, je vais me pousser. Là, ils font du char à voile, là. Oui. Oui, mais c'est pas le char à voile. C'est pas le char à voile qu'on veut prendre. C'est une cascade. Ah, Il merde. n'y a pas de cascade avec le char à Oui, voile. mais le char à voile, un filet de char à voile, ça peut être sympa aussi. Hein. Ah oui, un filet de char à voile. C'est comme la planche à voile. Hein. Après, quand il y a du vent, il y a les kiters, les funnels. Le kitesurf, c'est chouette aussi. Ouais, je trouve ça compliqué à prendre en photo, le kitesurf. Ah bah, En fait, tu as le bonhomme qui est très loin de sa voile, hein, et du coup, tu l'as. Oui, puis il saute au moment où tu t'y attends pas. Ouais, ça encore, mais c'est surtout que tu es obligé de. Si tu veux avoir les deux, la voile et le bonhomme, ça fait loin. Et c'est pas facile. Je pense qu'il faut mieux faire quand il y a beaucoup de kiters, où là, tu as beaucoup de voiles, et là, ça peut être intéressant, mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. Elle est très jolie, cette photo. Je l'aurais vue un peu plus claire, moi. Mais bon. Oui. Quelle photo? Celle qu'on voit là en ce moment, attends, je suis en... la planche à voile qui est magnifique. Ah oui. Elle est très très belle, cette photo. C'est vraiment très joli, oui. J'aurais vu un chouïa plus clair, moi, mais bon. C'est vrai. Question de choix après, oui. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai regardé les autres photos que tu as montrées aujourd'hui, là. Et en ce moment, tu es plus sombre. Tu es triste. Je te sens en dépression, là. C'est l'arbre fait qui. Ouais, je préfère les photos un peu sombres. Ouais, c'est vrai. Chacun son truc. Hein. Après, pour revenir aux cascades, il y a quand même des cascades qui sont belles, si elles ne sont pas connues. Donc, je veux dire, il y a des effets de cascade dans la neige qui peuvent être quand même très, très jolis. Hein. Il ne faut pas nous snober avec les cascades. Il y en a quand même qui font des belles photos. Il y a des très belles cascades, oui. Le problème, c'est que quand on prend les cascades les plus grandes connues dans le Jura, enfin dans le Houdou, etc., bon, on les a vues 3 millions de fois, mais il y a des cascades sauvages au moment de la fonte des neiges et tout, qui se renouvellent pas. Donc, il peut y avoir des jolies choses. Il ne faut pas être trop anti-cascade quand même. Ouais. Et puis les cascades, on n'est pas obligé d'avoir une grande cascade. Hein. Si on prend une grande focale, ça permet de faire des vues assez sympas sur des petits rues qui... Oui, une petite cascade, c'est bien, une petite cascade, c'est sympa. Une cascade. Une cascadette, alors? Oui, cascadette, voilà. tout à fait. Cascadette. Mais même, oui, je pensais tout à l'heure dans un récipient, enfin, un espèce de bac un peu grand, avec le tuyau d'arrosage, vous envoyez de la flotte comme ça. Après, vous pouvez vous amuser à faire des pauses longues. Et vous verrez que ça va faire un espèce de truc un peu marrant, parfois inattendu. Enfin bon, c'est quand même la mer le plus sympa. Oui. On va avoir l'impression d'être devant les chutes du Zambèze, hein, carrément. Donc, Yves-Marie, toi qui es en Bretagne... C'est un peu plus loin. Oui, en Bretagne. Tu pourrais peut-être sortir là, une dizaine de minutes, parce que Khalil voulait voir une photo de pause longue la nuit. Si tu n'es pas trop loin de la mer, peut-être tu peux visser ton filtre, aller nous faire une pause longue et venir nous montrer. Il a disparu, hein? Oui. Il est parti faire la photo. Bah oui, c'est ça. La barre peut-être coincer la barre espace. Bon, bah Emmanuel, c'était bien. Hein. Ouais. Bah, merci. Bien. Avec ton aide, hein, on a préparé ça. Bravo. Merci. Entraînez-vous. Dès que possible, on va faire une sortie à la mer. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais, en partant très tôt, hein, on peut être revenu à 18h. Hein. Très tôt. Oh. À 6h, si tu pars à 6h. Ou alors on va en Bretagne. Je serais quelqu'un qui peut nous héberger là-bas. Ah bah, ouais. Surtout que sa femme n'est pas là, alors donc ça vaut le coup. Le couvre-feu, c'est 18h, mais ça commence à quelle heure le matin?
6 heures. 6 heures. 6 heures. 6 heures. Non, mais attends, de toute façon, il faudra voir avec la marée aussi, hein, parce que s'il y a la marée basse, il vaut mieux que ça remonte la mer pour qu'elle soit plus. Oui. Plus. Vindicative. Oui. Oui, il faut qu'elle remue plus. Ouais. C'est pour ça qu'à la baie d'Auty, il y a une espèce de digue et on voit la mer remonte des deux côtés et on reste au sec. Ouais. Parce que quand tu fais de la mer qui monte sur la plage basse comme ça, c'est ingérable. Tu ne peux pas tenir une minute. Bon, est-ce qu'on arrête l'enregistrement maintenant qu'on a dit le principal? Ok, bah attends, d'abord on se dit au revoir. Ah, sur l'enregistrement. Au revoir. Merci Emmanuel. Merci. Au revoir. Et bon appétit. Vous avez été sage, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Au revoir. Allez.